Bienvenue pour une nouvelle édition du journal de la rédaction sur TV Fil 78 et aujourd'hui nous revenons sur l'essentiel de la semaine. Après l'annulation du vote des municipales à Voisins-le-Bretonneux par le Conseil d'État, la vie quotidienne sans élus, une délégation nommée par le préfet vient de s'installer. Selon un dernier sondage publié par TNS Sofres, 57% des Français ne s'intéressent pas au départemental si l'on exclut les électeurs du Front National qui, eux, entendent sanctionner durement le gouvernement. Et puis, épreuve classique sur route pour les amateurs de cyclisme ce week-end, le coup d'envoi du Paris-Nice, coup d'envoi donné depuis Maurepas. Lundi, dans l'actualité, l'on apprenait que la justice allait devoir se prononcer dans le dossier Promopol, la pépinière d'entreprise fondée en 1987 afin d'aider les PME et les PMI est en grande difficulté financière. Les dettes s'accumulent pour cette société d'économie mixte, mise en place à l'époque par les élus de l'agglomération de Saint-Quentin. Une situation qui a poussé la nouvelle équipe de cette communauté d'agglomération à commander un audit. Et aujourd'hui, l'ancien directeur et l'ex-président sont suspectés d'avoir, je cite, exploité une situation de vulnérabilité tout en mélangeant les genres. Des propos tenus par Othman Nasrou, conseiller municipal d'opposition à Trappes et nouveau président de Promopol. Il était l'invité du journal lundi donc. On récupère une situation qui est effectivement, comme vous l'avez rappelé, très dégradée sur le plan financier. On regarde les éléments, vous avez parlé d'un audit indépendant qui a été fait, et puis on constate un fait assez simple, en l'occurrence, c'est que la société du directeur du Promopol facturait un certain nombre de prestations de services pour des montants assez importants à Promopol. Donc il était à la fois le président de Promopol et en même temps le directeur de Promopol. Le directeur de Promopol et en même temps président d'une autre structure. Tout à fait, qui facturait, etc. Donc évidemment, cela s'appelle un conflit d'intérêts. Alors, par rapport à ça, nous, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre nos responsabilités et d'engager une procédure en justice pour réclamer le remboursement de ces sommes, parce qu'on parle de 40 000 euros qui ont été effectivement facturés, alors que Promopol était déjà dans une situation de quasi-faillite, ne pouvait pas régler ses échéances bancaires, et donc évidemment, c'est un mélange des genres qui interroge. Maintenant, il appartient à la justice, naturellement, de dire ce qu'il en est. Simplement, on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis ou donner quitus à une gestion qui a coûté autant d'argent aux contribuables. Politique et mardi, après l'annulation par le Conseil d'État des dernières élections municipales à Voisins-le-Bretonneux, une délégation spéciale prenait en charge la gestion de la ville. Voisins-le-Bretonneux n'a officiellement plus de maire depuis le 25 février. Le Conseil d'État a annulé les dernières élections municipales suite à un recours déposé par le maire sortant d'hiver droite Alexis Biette. Conséquence, l'ensemble du conseil municipal a démissionné en attendant un nouveau vote. Une délégation spéciale de 3 personnes va être mise en place ce mercredi 4 mars par la préfecture jusqu'aux prochaines élections. Il faut que ces personnes soient compétentes. Il faut qu'elles soient capables de gérer la commune pendant ce temps-là, parce qu'il n'y a plus de conseil du tout, il n'y a plus de maire. Alors moi, en tant qu'ancien maire, j'ai déjà effectivement une certaine expérience, en particulier pour l'organisation des élections. Parce que notre rôle principal, c'est d'abord de gérer pendant 2 mois, mais enfin en général il ne se passe pas grand-chose, mais c'est d'organiser les élections et que cette fois-ci ça se passe bien. 3 personnes ont été nommées, Daniel Degarde, ancien maire de Clairefontaine, Jean-Marie Perrin, ancien officier de l'armée de l'air et Yves Guibert, ancien maire de Marly-le-Roi. Concrètement, cette administration va gérer les affaires courantes de la commune. Le trio pourra célébrer des mariages ou signer les documents administratifs de la mairie. On va d'abord gérer la ville au jour le jour. Il y a toujours des tas de signatures à faire. Alors, on ne le fait que dans le cadre du budget déjà voté. On n'a pas le droit de prendre des initiatives budgétaires. On n'a pas le droit, par exemple, de lancer de nouveaux investissements. Cette délégation spéciale restera jusqu'aux prochaines élections municipales à Voisins-le-Bretonneux, prévues les dimanches 12 et 19 avril. C'est une véritable guerre des drones qui se poursuit. Une soixantaine de ces engins ont survolé Paris depuis le début du mois d'octobre. Notamment, les centrales nucléaires ont été aussi visées. Et dans la nuit de mardi à mercredi cette semaine, une nouvelle étape a été franchie avec des signalements sur Paris dans le quartier de la Tour Eiffel, à Charenton dans le Val-de-Marne ou encore aux portes de Bagnolet, Montreuil et Vincennes. Selon nos confrères du Parisien également, du côté du château de Versailles, la direction du château que nous avons contactée et qui dit ne pas confirmer cette information quant à la direction départementale de la sécurité publique. Elle nous précise officiellement qu'il n'existe aucun élément permettant de le prouver. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a lui annoncé néanmoins qu'il allait prendre des mesures pour tenter de contrôler ce phénomène. Mais que prévoit la législation sur les vols de ces drones? Nous allons écouter à présent le porte-parole de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Il nous apporte quelques éléments importants. La réglementation, en fait, elle distingue 2 catégories d'utilisateurs. On a le grand public et les professionnels. Lorsque vous êtes grand public,
on se réfère aux règles de l'aéromodélisme. Et quand vous êtes un professionnel, vous rentrez dans le cadre d'activités dites particulières, où vous avez 4 scénarios d'activité qui sont définis en fonction du type de drone que vous utilisez. Dans les 2 cas, les conditions d'insertion dans l'espace aérien, elles sont libres en dessous de 150 mètres. Mais à 3 conditions. La toute première, c'est en dehors des agglomérations, des rassemblements de personnes et d'animaux. Deuxièmement, c'est en dehors des zones proches des aéroports. Et enfin, en dehors des espaces aériens qui sont réglementés sur les cartes aéronautiques, comme les espaces aériens militaires ou les zones de centrales nucléaires, par exemple. Aucune conséquence avec le survol des drones de cette semaine, mais 75 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité mercredi matin en Ile-de-France. Un problème technique, c'est ce qu'explique la direction d'électricité Réseau Distribution de France. Il était 4h43 ce matin quand environ 100 000 clients de RDF de la région parisienne ont subi une coupure d'électricité. En cause, un incident dans un poste source situé à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Le poste source est un ouvrage qui transforme la très haute tension gérée par le réseau de transport d'électricité, le réseau en 220 000 volts, en un réseau 20 000 volts que nous exploitons, nous, ERDF. Si la coupure a principalement touché les Hauts-de-Seine, 7% des foyers étaient dans les Yvelines. Il y avait 3 communes qui ont été concernées. La commune de Versailles, à hauteur de un peu plus de 3 000 clients, un peu plus. Le quartier de Lucieux, pour être plus précis. Ensuite, la commune de Viroflay, également pour un peu plus de 3 000 clients. Et puis, quelques clients, une vingtaine sur la commune de Vélizy. Le courant a été entièrement rétabli aux alentours de 8h ce matin. Pour l'heure, ERDF ne peut annoncer qu'une avarie. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de cette panne. Nous continuons à faire le point sur l'actualité de la semaine et mercredi, l'ancien trappiste Jamel Debbouze faisait parler de lui en pleine promotion de Pourquoi j'ai pas mangé mon père qui sortira en salle le 8 avril, un film d'animation qu'il réalise où il est question sur fond de comédie de l'exclusion des jeunes. C'est sur Europe 1 justement qu'il est revenu aussi sur cette polémique autour des Restos du Cœur, autour de la dernière chanson des Enfoirés qui met en scène l'incompréhension entre les jeunes et leurs aînés. Célébrités et anonymes, ils sont nombreux à juger cette chanson réactionnaire. Ce n'est pas le cas de l'humoriste. Écoutez. C'est formidable les Restos du Cœur. On doit soutenir les Restos du Cœur corps et âme. Qu'est-ce qu'on vient faire chier les Restos du Cœur? Oh, les gens ils donnent à manger à des gens qui ont faim et qui ont soif. Vous êtes fous quoi. C'est les gens qui perdent du temps à parler mal des Restos du Cœur sont des inconscients. Le Front National en tête des intentions de vote à 3 semaines des élections départementales. 33% des Français seraient prêts à glisser dans l'urne le 22 mars pour le premier tour un bulletin aux couleurs de la formation de Marine Le Pen. Selon un sondage commandé par Le Parisien, le FN qui devance l'UMP, l'UDI à 27% et le PS à 19%. Le Front National qui creuse l'écart. Ce scrutin qui mobilise si peu d'une manière générale devrait donc avoir de lourdes conséquences sur le paysage politique alors qu'à la fin de l'année, ce sont les élections régionales qui seront organisées. Ce dimanche, nos confrères de Radio Sensation reçoivent Philippe Chevrier, le responsable départemental du Front National. Il répondra, comme chaque dimanche, aux questions de Nicolas Kyrilovitz. Écoutez cet extrait où il est question des rapports entre le Front National et l'UMP. Je rappelle que seront qualifiés pour le second tour le 29 mars les binômes qui auront atteint la barre des 12%, des 12,5% des électeurs inscrits. Est-ce que pour ces élections, vous avez essayé de nouer des alliances sur certains cantons avec l'UMP ou avec Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan? Vous voudriez le savoir? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Non, mais c'est pour rire. Non, sérieusement, puisqu'il y a beaucoup d'électeurs du Front National qui disent pourquoi pas s'allier avec l'UMP sur certains cantons. On le sait dans les sondages, ils sont une majorité même, ils sont après des 3 quarts. L'essentiel de ma motivation, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'Europe, pour rentrer au Front National. Donc regardez tous ces partis, alors pas Debout la France, mais tous les autres sont en faveur de cette construction européenne de Bruxelles. Donc il n'y a absolument aucune chance qu'on s'allie avec eux, et moi en tête. Donc voilà. Si vous avez des élus UMP qui vous disent on a la même vision de l'Europe que vous, est-ce que vous pourriez, mais on n'a pas les mêmes convictions sur d'autres politiques, est-ce que vous pourriez, dans ce cas-là, non, mais attendez, nouer des alliances? Oui, alors, vous leur dites il faut venir du côté du FN. Mais ils sortent de l'UMP.
faut arrêter les blagues. Parce que, alors, ce que vous dites est tout à fait intéressant, parce que tous les interlocuteurs que j'ai de l'UMP dans les Yvelines, il n'y en a aucun qui a voté les traités. Donc, c'est à mourir de rire. Ils sont encore à l'UMP. Tous, hein. Tous. Ah non, moi, je n'ai pas voté les traités. Non, mais ils se moquent du monde, quoi. Ils se moquent du monde. Ils sont dans un parti qui est pro-bruxellois, et voilà qu'ils me tiennent des discours comme ça pour essayer de casser mon argumentation. Mais c'est absolument lamentable. Et en ce qui concerne... Et vous, seriez-vous prêt à voter pour le Front National? Nous sommes allés vous poser les questions dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Ah non, pas le Front National. Surtout pas le Front National. Non. Question de conviction, voilà, tout simplement. Non, j'ai jamais été Front National. Je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui est violent, Je suis plus quelqu'un qui veut moduler les choses, et le Front National est trop extrémiste pour moi. Oui, sans problème. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, l'offre politique correspond plus du tout à ce qu'on peut espérer, que ce soit à droite ou à gauche. Donc pourquoi pas changer et voir un petit peu ce que eux sont capables de faire. Ah non, pas du tout. Parce que nous sommes engagés dans un autre parti. Pourquoi pas? Pour quelle raison? Parce que c'est un parti comme un autre? Non, parce que je ne partage pas leur point de vue. Quelques mots de sport, c'était le match à ne pas manquer pour le Rugby Club de Versailles le week-end dernier pour garder une petite chance d'accéder aux 4 premières places qualificatives pour la phase finale du championnat de France. Les Bleus devaient impérativement s'imposer face à la Grange-Armentières, chose faite grâce à une belle prestation des 3e lignes de Versailles et l'inévitable Antoine Dussex. Score final 36-20, on écoute Aurélien Richard, le capitaine du RCV. Pas victoire facile, victoire un peu dure, on s'attendait à une équipe hargneuse et agressive, ça a été le cas. Devant, ils nous ont fait un peu mal et ils nous ont fait bien reculer en mêlée, bien reculer dans les récs. Heureusement, on a nos 3 quarts qui nous ont fait du bien, qui ont les cannes, comme tous les dimanches, qui ont réussi à nous faire marquer des points. Et après, devant, on a fait le dos rond et on a réussi à conserver un peu nos ballons pour mettre les 3 quarts dans les bonnes situations. Versailles devra obligatoirement s'imposer le 29 mars prochain sur le terrain de Drancy. En cas de défaite, il faudra penser à préparer la saison prochaine. Et puis le Paris-Nice, la course cycliste rendez-vous classique débute ce week-end. Une fois de plus, les Yvelines à l'honneur puisque le prologue va se dérouler à Maurepas. Le prologue du Paris-Nice 2015 s'élancera de Maurepas ce dimanche. Le départ de ce contre-la-montre sera donné à 13h30 dans la rue de Montfort. Après une première partie dans la zone industrielle, les 219 coureurs vont emprunter un espace boisé avec une descente et un virage dans le bois de Prud'homme, rue de la Butte Rouge, la première difficulté de l'épreuve. Il va vraiment falloir bien le repérer puisqu'il sur la gauche il y a un petit terre-plein en pavé et donc en pleine trajectoire. Donc il faudra vraiment bien le repérer pour en amont pour pas se tromper dans le virage. Des côtes seront également au rendez-vous de l'épreuve de 6 km 700. Après une première montée dans la rue du Bois d'Acacia, les coureurs devront ensuite emprunter la redoutable rue de la Tour. Une pente stratégique où des écarts peuvent se creuser. Moi, je connais très bien le parcours parce que j'ai fait des courses sur ce parcours. On faisait plusieurs tours. Hein. Effectivement, donc c'est une bosse qui fait très très mal pour un coursier lambda, on va dire. Je pense que les pros, ils vont la passer sur la plaque en gros plateau. Il peut y avoir des écarts effectivement, alors minimes. Hein, sur 6 km 7, c'est pas grand-chose. La dernière difficulté est à signaler à 2 km de l'arrivée. Le sprint final s'engagera sur le chemin de Paris pour se terminer dans le boulevard Michel Miseret. Il faudra donner un dernier coup de pédale pour terminer dans les premiers. Ça va vraiment voyer et c'est là que les écarts se feront parce que ceux qui sont moins bien, n'arriveront pas à relancer et celui qui a la puissance pour le faire va creuser l'écart. Après ce prologue à Maurepas, les cyclistes repartiront dès le lendemain de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour la première étape de ce Paris-Nice. Le journal revient lundi sur TV Phil aux mêmes horaires. Je vous souhaite un excellent week-end.